54 voix, 54 fédérations, le plus grand bloc électoral de la FIFA. Et pourtant, l'Afrique continue d'être traitée comme un enfant qu'on doit éduquer. C'est le paradoxe qui traverse le football africain depuis des années. Un continent regorgeant de talents, capable de produire les meilleurs joueurs du monde, mais qui, dans les coulisses du pouvoir, se voit imposer des règles venues de Zurich. Gianni Infantino débarque avec ses audits, ses recommandations, ses plans de réforme et on devrait dire merci. Sérieusement, aujourd'hui, il ne s'agit plus de discours diplomatiques et de sourires polis. Aujourd'hui, on parle d'une guerre froide, silencieuse, d'un bras de fer pour le contrôle du football africain et les enjeux dépassent largement le terrain. Tout commence officiellement le 2 février 2020. C'est ce jour-là qu'Infantino met sur la table ses fameuses recommandations pour réformer la CAF. Derrière ce vernis de modernisation, il y a en réalité une supervision directe, un audit imposé, une mise sous tutelle déguisée, et la FIFA appelle ça un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour qui exactement? Parce que quand on gratte un peu, on voit clair, la FIFA a besoin désespérément de la loyauté africaine pour que son président reste au sommet. Les 54 fédérations africaines, c'est son jackpot électoral. Sans elles, Infantino ne consolide pas son règne mondial. Alors, qui a vraiment besoin de qui dans cette histoire? La FIFA présente son intervention comme une aide au développement, comme si l'Afrique était incapable de gérer ses propres affaires. Mais Samuel Eto'o le rappelle avec force. Collaboration ne veut pas dire reddition. L'Afrique peut travailler avec Zurich, corriger ses failles, oui. Mais abandonner son autonomie stratégique? Jamais. Et puis, il y a la question explosive, la CEAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ce nom résonne comme l'âme du football africain. Mais aujourd'hui, cette institution emblématique est au cœur d'un bras de fer stratégique avec Zurich. Gianni Infantino propose de transformer la CAN en une compétition quadriennale, calquée sur l'Euro ou la Copa América. Pour lui, c'est une simple question de calendrier. Pour l'Afrique, c'est une question de survie économique et d'indépendance. Car il ne faut pas se méprendre, la CAN organisée tous les 2 ans n'est pas juste un rendez-vous sportif. C'est le pilier financier des fédérations africaines, le levier qui permet aux championnats locaux de respirer, les droits télévisés, les partenariats commerciaux, les revenus de billetterie. Tout converge vers les caisses des fédérations, alimentant la formation, les infrastructures et le développement du football sur le continent. Si la FIFA impose un rythme de 4 ans, ce qui pourrait sembler anodin pour les observateurs européens, cela assècherait brutalement ses sources de revenus, les budgets locaux seraient mis à mal, les clubs et les fédérations se retrouveraient dépendants d'aides extérieures. Et qui contrôle ces aides? Exactement, Zurich. Subtilement, la dépendance financière se transforme en instrument de contrôle. Et Eto'o le souligne avec une pertinence implacable. Où prendra-t-on l'argent pour financer notre football si on n'a plus la CAN tous les 2 ans? La question n'est pas rhétorique. Aujourd'hui, aucune alternative crédible n'est proposée. Personne, pas même la FIFA, n'a un plan B capable de compenser la perte de ses revenus essentiels. Ce débat dépasse largement le simple calendrier sportif. Il touche à l'autonomie stratégique de tout un continent. Chaque année, la CAN bouscule les clubs européens qui perdent leurs stars pendant un mois. Et cela dérange. Mais cette perturbation est, pour l'Afrique, le prix de sa souveraineté footballistique. Supprimer ce rythme, c'est transférer cette souveraineté dans les mains de Zurich. C'est faire passer les intérêts économiques européens avant ceux du continent qui nourrit le football mondial en talent et en spectacle. En d'autres termes, la CAN tous les 2 ans est bien plus qu'un tournoi. Elle est l'épine dorsale de l'indépendance financière africaine dans le football, le symbole d'un pouvoir économique qu'aucun audit ou réforme imposée ne doit effacer. Et la vraie question que chaque dirigeant africain doit se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Accepterons-nous de sacrifier notre autonomie sur l'autel des standards mondiaux ou saurons-nous défendre nos intérêts et notre identité? Mais le problème dépasse largement la simple question de calendrier. L'Afrique est devenue un fournisseur de talents, une réserve de jeunes prodiges que l'Europe transforme en produits de luxe pour ses spectacles premium. La Ligue des Champions, la Premier League, la Serie A, voilà ce que le monde regarde, ce qui fait le show. Et nous, sur le continent, nous restons spectateurs de notre propre génie, contraints de nous contenter des miettes.
L'histoire le prouve. Depuis 1992, lorsque la CAN a été déplacée en janvier pour s'aligner sur les trêves hivernales européennes, le calendrier africain n'a jamais été pensé pour l'Afrique, mais pour les intérêts des puissances footballistiques étrangères. Chaque décision, chaque réajustement a servi à protéger les championnats européens et à maximiser leur spectacle, jamais à valoriser le nôtre. Aujourd'hui, cette dynamique s'accentue. La CAN se joue désormais en 4 semaines, en plein cœur de la saison européenne. Les clubs européens grognent, frustrés de perdre leur star africaine au moment crucial de leur championnat. Les joueurs sont arrachés à leurs équipes locales et nos clubs peinent à maintenir un spectacle compétitif et attractif pour les supporters. Mais peu importe quand la compétition est organisée, l'Afrique sera toujours en compétition avec l'Euro ou la Copa América pour l'attention médiatique et les revenus mondiaux, condamnés à se battre pour un espace réduit sur la scène internationale. C'est une vérité que peu osent dire à voix haute. Le football africain est pris dans un système où il nourrit le monde de ses talents tout en étant empêché de bâtir sa propre autonomie et sa propre identité sportive. Le spectacle africain continue d'être dicté par le Nord et cette dépendance ne se limite pas au terrain de jeu. Du côté de la gouvernance, la situation est tout aussi critique. La CAF n'est pas exempte de ses propres démons. Des réformes imposées d'en haut ne peuvent remplacer un leadership solide venu de l'intérieur. Quand Infantino propose que la FIFA paie directement les arbitres pour éviter la corruption, c'est à la fois ironique et révélateur. L'hôpital se moque de la charité. Celui qui donne des leçons d'intégrité alors que son institution a été secouée par d'innombrables scandales, il faut le souligner. Et pourtant, le succès est possible. La Mauritanie en est la preuve. Avec des moyens modestes, mais une gestion rigoureuse et une vision claire, ce petit pays parvient à bâtir un football solide et durable, des championnats structurés et des bases pour l'avenir. À l'inverse, des géants comme le Cameroun ont laissé s'effondrer leur club mythique, incapables de retenir leur talent, victimes d'un leadership faible et d'un manque de vision. Le problème n'est pas l'argent, mais la gouvernance. L'ingérence politique, les ambitions personnelles qui passent avant l'intérêt collectif et des structures locales incapables de nourrir et protéger les jeunes talents. C'est ce mélange toxique qui fragilise le football africain. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des modèles de réussite qui montrent que tout est possible quand la vision et la discipline remplacent la complaisance et l'opportunisme. Eto'o le martèle avec force. Team manager incompétent, vision politique archaïque, mélange toxique du sport et du pouvoir. Pendant des décennies, le football africain a été otage de ce système, piégé entre des ambitions personnelles et des institutions incapables de protéger le talent local. Mais il y a une lueur dans ce tunnel. Une génération non complexée émerge. Des dirigeants, des analystes, des stratèges africains qui connaissent les règles du jeu, maîtrisent les codes internationaux et refusent la condescendance. Ils ne veulent plus être des élèves face à un professeur paternaliste. Ils exigent la parité intellectuelle, le respect et la reconnaissance que l'Afrique mérite. Et ils savent que la clé du changement ne se trouve pas dans les discours ou les audits imposés de Zurich, mais dans la force des championnats domestiques, des ligues locales solides, des clubs capables de former, retenir et valoriser leurs talents. Voilà le véritable levier. Sans structure locale robuste, sans vision à long terme, l'Afrique restera un simple fournisseur de joueurs pour l'Europe. Avec elle, le continent peut enfin reconquérir son identité, son spectacle et sa souveraineté footballistique. Stop à l'exportation systématique de nos talents. Stop à cette dépendance aux joueurs nés en Europe. Si le football africain veut enfin être respecté sur la scène mondiale, il doit reconquérir son autonomie et son identité. La Ligue des champions africaine doit devenir un produit attractif, captivant pour les fans, les sponsors et les diffuseurs. Nos championnats nationaux doivent être monétisés, diffusés, suivis et offrir un spectacle digne de la richesse de notre football. Tant que notre modèle économique reposera uniquement sur une CAN bisannuelle et l'exportation de nos joueurs, l'Afrique restera vulnérable à la merci des calendriers et des décisions des puissances étrangères. Pour que le continent retrouve sa place de force sur l'échiquier mondial, il faut bâtir des structures locales solides, capables de former et de retenir les talents et transformer chaque championnat, chaque club, chaque compétition en un véritable instrument de souveraineté sportive et financière. Alors, le combat avec la FIFA prend tout son sens stratégique. L'Afrique doit-elle accepter de s'effacer pour survivre sous tutelle ou imposer sa propre réalité et défendre son indépendance? La réponse ne se trouve ni dans l'absolu, ni dans la soumission.
Oui aux ressources internationales, mais sous une direction souveraine, avec une vision locale et un leadership africain capable de négocier d'égal à égal. Les axes stratégiques sont clairs et non négociables. 1. Démystifier les réformes de Zurich. La KN quadriennale n'est pas une faveur faite à l'Afrique, mais une mesure destinée à protéger les intérêts européens. Il est temps de dévoiler la réalité derrière ce vernis de partenariat gagnant-gagnant. 2. Priorité absolue aux championnats locaux. La leçon de la Mauritanie est exemplaire. Avec rigueur, discipline et vision, même un petit pays peut bâtir un football solide, structuré et durable. Nos clubs et nos ligues doivent devenir des piliers, pas des fournisseurs de talent pour l'étranger. 3. Jouer la carte de la parité intellectuelle. Les 54 voix africaines représentent une force politique et stratégique immense. Infantino et la FIFA ne peuvent rien sans le continent. Il est temps de rappeler notre poids, de négocier avec dignité et de ne plus accepter les postures paternalistes. L'Afrique ne doit plus se contenter de vendre ses muscles. Elle doit vendre son identité, son spectacle, sa culture, avec une gouvernance transparente, solide et visionnaire. Le combat est lancé et pour la première fois depuis longtemps, une génération est prête à le mener. Eto'o et d'autres voix courageuses refusent la soumission intellectuelle, revendiquent la reconnaissance et la souveraineté. Le destin du football africain se décide maintenant, dans les salles de réunion de la CAF, dans les négociations avec Zurich, dans les décisions courageuses des fédérations nationales. Subir ou agir? Voilà la question que chaque amoureux du football africain doit se poser. Et le moment de répondre est arrivé.